Donc vous vous mettez à peu près à cette distance et le direct Facebook va être lancé. Donc voilà. Bonsoir à toutes et à toutes. Pour ce conseil municipal du jeudi 7 juillet 2022, je vous propose de désigner comme secrétaire de séance mademoiselle Leslie Tesson, auquel je propose de faire l'appel nominatif. Monsieur Dartout Laurent. Présent. Monsieur Rigou Alain. Madame Duclos Florence. Monsieur Manière Christian. Madame Picard Christiane. Monsieur Mazeron Mathias a donné pouvoir à Madame Annie Reynaud. Madame Piconchen Nadine. Monsieur Marcos Eddy. Madame Reynaud Annie. Monsieur Donadieu Laurent. Monsieur Larrivé Fernand. Monsieur Avril Jean-Paul. Madame Falzon Béatrice a donné pouvoir à Madame Florence Duclos. Monsieur Primo Patrice. Monsieur Lemierre Denis. Madame Lachaud Nadine. Monsieur Mamola Walter a donné pouvoir à Monsieur Christian Manière. Madame Brandy Annie. Madame Bouillaguet Laurence a donné pouvoir à Madame Nadine Piconchen. Monsieur Vergnol Éric. Monsieur Serre Stéphane. Madame Benoît Fabienne. Madame Roche Karine. Monsieur Prince Bouillaguet François. Madame José Julie a donné pouvoir à Madame Christiane Picard. Madame Tesson Leslie. Monsieur Laborie Jean-François. Monsieur Marchou Patrice. Madame Martineau Delphine. Madame Lowers Nathalie a donné pouvoir à Monsieur Frédéric Philippi. Monsieur Philippi Frédéric. Monsieur Doge David a donné pouvoir à Monsieur Eddy Marcos et Madame Parot Liliane a donné pouvoir à Monsieur Alain Rigou. Merci à vous. Je vous propose d'attaquer avec la première, ce sont sur les décisions prises par M. le maire en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Et j'aimerais savoir si vous avez des questions ou des remarques depuis le dernier conseil municipal qui avait lieu il y a 3 semaines. Peu de décisions prises qui ne sont pas passées en conseil. Pas de remarques? Merci. On va attaquer cette première délibération du conseil municipal. Et avant d'attaquer ces délibérations, je souhaiterais remercier les services techniques, remercier Véronique Manière qui est derrière moi, mais aussi remercier Stéphanie Salidu qui a réussi un concours et qui a quitté la collectivité et qui a participé pendant de nombreux mois à la conception de ce plan local d'urbanisme, qui soit le plan local d'urbanisme modifié que l'on va voir dans quelques minutes, celui de Venarsal ou celui de Malmort-sur-Corrèze. Et Stéphanie Salidu, je voudrais lui rendre hommage et la remercier pour le gros travail qu'elle a réalisé. Je voudrais aussi remercier les membres de la commission. Depuis que nous sommes arrivés, c'est un dossier que nous avons pris à bras-le-corps. Remercier l'ensemble de mes prédécesseurs. Je souhaite les citer. Ça a commencé par Jean-Jacques Pouilladou qui avait lancé les premières perspectives et lignes d'un nouveau plan local d'urbanisme, suivi bien sûr de Frédéric Meunier et de Jean-Paul Avril, et tous les trois ont fait un gros travail. Vous dire que pourquoi autant de temps pour ce plan local d'urbanisme? 3 maires en moins de 10 ans. 4 maires, pardon, oui, monsieur. 4 maires en moins de 10 ans sur notre commune. Le premier bureau d'études qui avait commencé à œuvrer et qui avait été retenu par la collectivité, c'était le bureau d'études du maire de Naves qui était monsieur Jass, mais avec surtout à la tête monsieur Géretti, voilà. Monsieur Géretti ayant été élu député, eh bien, il a fallu retrouver un nouveau bureau d'études et c'est pour ça que le bureau d'études de Gentes a pris la suite. Donc il y a une histoire aussi sur ce plan local d'urbanisme et cette réunion du conseil municipal est aussi l'aboutissement de nombreux mois et années de travaux. Bien écoutez, je vous propose d'attaquer dans le vif du sujet avec l'approbation de la révision allégée numéro 4 du plan local d'urbanisme de Malmort-sur-Corrèze
Et je propose de laisser la parole à Madame Véronique Manière. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, on est réunis pour plusieurs procédures. Donc, comme l'a dit Monsieur le maire, la révision allégée numéro 4 du PLU de Malemort-sur-Corrèze. Ensuite, on abordera la révision générale de Malemort-sur-Corrèze, Venarsalle, et ensuite les délibérations permettant ou non d'instaurer le droit de préemption urbain. Donc, le premier point, l'approbation de la révision allégée numéro 4 du PLU de Malemort-sur-Corrèze. Donc, c'est un dossier qui permet d'ouvrir à la construction une zone UXC qui est située aux abords de Flamarie et qui permet également de réduire le recul imposé par la RD 1089. Donc le dossier d'arrêt, vous l'avez délibéré lors d'un conseil municipal. Il se composait à la base de 4 pièces. La première pièce étant la pièce administrative, le rapport de présentation, le PADD qui restait inchangé puisqu'on était sur l'ancienne mouture de votre PLU et le règlement qui correspondait au règlement graphique puisque là on avait fait des évolutions réglementaires concernant le plan de zonage. La consultation des PPA a eu lieu sur ce document-là. Il y a eu une réunion d'examen conjoint qui s'est tenue le 10 septembre 2021 durant laquelle les services de l'État sont venus nous exposer leurs observations et émettre leurs remarques concernant ce dossier de révision allégée numéro 4. Donc, je vous ai relisté les personnes publiques associées qui ont été consultées pour l'élaboration de cette révision allégée. Donc, j'en liste quelques-uns. On les retrouvera tout au long de la procédure, donc je vous les liste une première fois, mais après je passerai. Donc, l'État avec la DDT, l'architecte des bâtiments de France, l'agence nationale de la santé. Nous avions également région, département, chambre de commerce et d'industrie, chambre de métiers, chambre d'agriculture, le SCOT, bien entendu, et la mission régionale de l'autorité environnementale. Une enquête publique a également eu lieu. Donc, initialement, elle était prévue du 16 février au 18 mars, mais elle a été décalée puisque le commissaire enquêteur a eu le Covid. Donc, elle a été décalée finalement du 14 mars au 14 avril 2022. Pendant ce mois-là, vos administrés ont pu venir émettre des observations concernant ce dossier-là. 3 permanences ont eu lieu, le lundi 14 mars au matin, le mercredi 30 mars et le jeudi 14 avril après-midi également. Donc voilà comment s'est passée la consultation, la phase arrêt. Une première étape de consultation des services de l'État et une deuxième étape concernant la consultation de votre population. Suite à ces 2 étapes-là, des modifications ont été apportées sur le dossier d'arrêt pour prendre en compte du coup dans le dossier d'approbation. Ce soir, à chaque fois, je vous présente les modifications qui sont amenées à être rédigées sur les différents dossiers. Une première modification sur le contenu du rapport de présentation, puisque l'AGLO a souhaité rajouter des prescriptions relatives à l'assainissement concernant la zone, en demandant à ce que l'on note dans notre rapport de présentation qu'il fallait réaliser des aires de livraison et de distribution couvertes, installer un pré-traitement adapté à l'activité, avec un débourbeur, des huileurs et un obturateur en cas de rejet accidentel, mettre en place également des dalles dans les pentes qui ne prendront pas les eaux pluviales au droit des aires susvisées, et se reporter à toutes les prescriptions liées à cette activité. C'est une activité qui est attendue sur ce secteur-là, qui était vouée à une station-service et également une aire de lavage. Il y a également eu des demandes qui ont été faites par le département concernant le schéma d'intention et d'aménagement de la zone qui avait été édicté. On avait, pour encadrer l'ouverture à l'urbanisation de cette zone, élaboré un schéma d'aménagement avec les entrées et les sorties. Le département a fait quelques observations concernant les entrées et sorties. Du coup, le schéma d'intention a également été revu. Également, il y a une demande qui a été faite au niveau de la DDT, qui a été de créer une orientation d'aménagement et de programmation d'entrée de ville concernant ce secteur-là. C'est pour ça que sur les 4 pièces initialement prévues, on en rajoute une à l'approbation qui correspond à l'OAP complémentaire de cette entrée de ville-là. Il faut savoir que cette OAP d'entrée de ville, elle est également reprise dans le PLU concernant la révision générale. Je vous ai mis quelques exemples d'illustrations qui sont matérialisées dans cette orientation d'aménagement. Donc un premier point qui recadre vraiment tout le secteur qu'elle identifie. Donc c'est la zone orange que vous avez sur la cartographie, avec la matérialisation des différents axes principaux. Ensuite, nous avons fait une étude
Concernant l'occupation du sol aujourd'hui actuelle, avec l'analyse du bâti, les commerces, les entreprises, les équipements, on a matérialisé également la déviation. Alors à l'époque, elle était encore en cours de réalisation, elle n'était pas ouverte, c'est pour ça qu'elle apparaît en pointillé. Donc on a fait vraiment un état des lieux de l'existant dans cette orientation d'aménagement et ensuite on a élaboré entre guillemets les grands principes concernant cette orientation d'aménagement. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, quasiment toutes les parcelles sont déjà construites sur le secteur. Il y a très peu de marge de manœuvre, à l'exception de la zone UC, donc qui est juste ici. Voilà. Donc on a matérialisé les axes principaux, tout ce qui concerne les activités, tout ce qui concerne le logement également, tout ce qui est espace naturel à protéger et à préserver, donc qui sont matérialisés en zone naturelle protégée aujourd'hui sur le PLU que vous avez en application sur le territoire communal. Et on a également matérialisé tout ce qui est continuité écologique avec la Corrèze pour la trame bleue et également les espaces, les corridors verts par rapport aux espaces boisés. On a matérialisé également un parking multimodal. Alors pourquoi on a mis ce point-là? C'est parce qu'il est identifié dans le cadre du SCOT et que du coup, il faut qu'on le retranscrive dans notre OAP de centre d'entrée de ville. Voilà le petit point. Sinon, rien d'inventé, entre guillemets, sur cette orientation d'aménagement qui est rajoutée du coup au dossier. Voilà pour les modifications apportées sur ce dossier. En phase arrêt, donc le moment où vous avez été présenté, où vous avez délibéré, et la phase d'approbation, donc qui est ce soir. On va prendre celui-là, ça va aller mieux. Merci Véronique sur ce premier point. C'est vrai qu'on est obligé de passer en première délibération cette approbation de la révision allégée qui pourrait, je dis bien qui pourrait voir le jour ou pourrait voir le jour un jour une station-service, mais il y a des aménageurs privés qui sont dessus et on leur laisse bien sûr libre cours après de déposer un permis lorsque vous aurez validé cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur cette première délibération? Monsieur Philippi. Lorsque le projet prendra forme, il faudra qu'on soit très attentif, que l'essentiel, grande partie des gens du quartier de Vénarsal sortent par là et vont par là. Donc il faudra qu'on voit quelle activité s'installera et quel flux terme routier il y aura, de façon à ce que ce ne devienne pas une zone accidentogène. Bon, inutile de vous dire que votre serviteur sera aussi très attentif sur cette route, puisqu'il habite aussi au-dessus. Mais imaginez-vous bien qu'on a déjà regardé avec les services du département pour pouvoir faire une voie d'accélération. C'est-à-dire quand vous arrivez des villages, pour pouvoir avoir une voie d'accélération pour aller rejoindre Malmort, parce que si on reste sur un simple stop que nous avons aujourd'hui, aux heures de pointe, 8h, 18h, vous allez y sécher un moment. Ça, c'est la première chose. Dans l'autre sens, dans le sens Malmort-Tulle, c'est aussi regarder qu'on puisse avoir une voie importante de stock de voitures qui vont aussi tourner vers les villages. Donc c'est un aménagement qui a déjà été vu par le conseil départemental de la Corrèze et qui devra aussi être revu par l'aménageur parce que ça sera à l'aménageur de faire les modifications sur les voiries communales aussi aux alentours. Avec un virage aussi compliqué là, en haut à gauche de ce terrain où il va falloir faire des modifications et pour calmer la descente des voitures et la vitesse. Oui, monsieur Laborie. Donc, l'accès, quand on ne se fera pas par la route, par la 89. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas encore le sujet de ce soir.
puisque derrière, ça sera un permis d'aménager posé par le constructeur. Mais bien sûr que les premiers plans que nous avons vus feraient que lorsque l'on arrive de Tulle sur direction la 89, en face de chez Flammary, après la maison qui se trouve sur la droite, après le dernier lampadaire, il y aurait un accès qui remonterait à, si un jour il doit y avoir une station-service, à cette station-service. Mais les procédures administratives ou un dossier comme ça, mon cher Jean-Paul Avril a commencé à le traiter avec Frédéric Meunier il y a maintenant 4 ans. 4 ans. Le problème, c'est que le temps administratif et le temps des investisseurs ne sont pas le même. Et les sujets de station-service et de problématiques d'essence, de gasoil il y a 4 ans et aujourd'hui ont évolué. Donc, nous attendrons le permis d'aménager de la zone du futur propriétaire. Mais il peut y avoir aussi d'autres implantations, d'autres installations sur cette zone. C'est pas à exclure. Aujourd'hui, la demande au conseil municipal est donc de classifier cette zone avant de la classifier en zone. Ce C, donc zone d'activité à fonction commerciale, et également de permettre de réduire le recul lié à la 1089 par une étude L108, donc qui est comprise dans le dossier. C'est 2 points entre guillemets qui sont actés via cette révision allégée. Voilà. Donc UXC, on pourra avoir plusieurs types de commerce si vous en êtes d'accord, mais avec bien sûr un regard tout particulier aussi sur l'environnement, puisqu'on a une zone humide qui traverse ce terrain, et c'est une entrée de ville qui devra être qualitative et qui devra être dans la continuité de ce qui pourra être fait sur la 89, mais en tout cas dans la continuité de ce que nous allons réaliser au centre-ville de Malmort, donc obligatoirement arboré, et où on ne veut pas d'une entrée de ville où il n'y a que du bâtiment et pas de végétaux, et où on va... D'autres remarques? Non, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, merci pour cette première délibération. Et je vous propose de rentrer dans le gros dossier de la soirée, qui est l'approbation du plan local d'urbanisme de Malmort-sur-Corrèze. Juste avant d'attaquer cette délibération, je souhaiterais vous témoigner mon mécontentement, mais je sais que mon prédécesseur était dans la même lignée, où je trouve dommage que l'État nous ait imposé de faire un plan local d'urbanisme de Malmort-sur-Corrèze et un plan local d'urbanisme de Venarsal. On s'en est aussi expliqué avec la commissaire enquêtrice qui a été surprise. On lui a, Madame Manière et les équipes ont expliqué, ont montré les éléments. À un moment donné, l'État a jugé bon de faire 2 plans locaux d'urbanisme. M. Marchou m'avait posé la question à un conseil municipal. Ça a fait des frais en plus pour la commune, et des frais inutiles. Et je regrette que ce soit une commune qui ne fait qu'un. On ait ce soir 2 délibérations. Mais l'administration l'a souhaité ainsi. Madame Manière, je vous laisse la parole. Donc, je vais vous présenter maintenant le dossier relatif à la révision générale du PLU de Malmort. Donc, le dossier, donc pareil, ensuite, on va parler surtout de ce qui s'est passé depuis la phase d'arrêt, donc depuis que je suis venue vous voir, quand on a délibéré sur l'arrêt du PLU, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces derniers mois. Donc, je vous ai juste mis un petit rappel concernant la composition du dossier avec les différentes pièces qui le composent. Donc, le premier point, les pièces administratives, rapport de présentation, PADD, les orientations d'aménagement et de programmation, le règlement, donc le règlement littéral pour les règles à la construction et le règlement graphique pour le plan de zonage, et les différentes annexes donc, qui sont présentes dans le dossier, les servitudes, réseaux, les règlements concernant les boisements, la voirie départementale. Il y avait également été réalisée une étude sur le patrimoine donc, au niveau de Malmort-sur-Corrèze qui a été annexée, et une demande de l'État qui avait souhaité qu'on annexe également le règlement sanitaire départemental. Donc voilà le dossier qui a été transmis aux personnes publiques associées pour avis,
et qui a également été mis à disposition de votre population pendant l'enquête publique. Donc, la consultation des services de l'État a eu lieu du 3 novembre 2021 au 3 février 2022. Donc, c'est 3 mois de consultation au service de l'État. Au bout de ces 3 mois-là, donc, on a eu une série de remarques et d'observations formulées par les différents avis qui ont entraîné des modifications sur votre dossier d'arrêt. Une fois que la phase de consultation des services de l'État a eu lieu, on a pu procéder à l'enquête publique. Donc, la première vague d'enquête publique a eu lieu du 11 avril au 11 mai 2022 avec 4 permanences. Le lundi 11 avril au matin, le vendredi 22 avril l'après-midi, le jeudi 28 avril l'après-midi et le mercredi, là je vois qu'il est 11 mai, sans doute, il doit y avoir une erreur, toute la journée, pardon. Cette enquête publique, le commissaire enquêteur a souhaité la voir prorogée en fonction des demandes qu'elle a pu avoir. Elle a senti le besoin qu'il fallait allonger cette durée d'enquête et du coup a fait une demande à monsieur le maire pour qu'elle soit prorogée jusqu'au 20 mai 2022, donc ce qui a été le cas, et de fait a rajouté une permanence le 20 mai après-midi, pendant lesquelles donc, vos administrés ont pu venir consulter le document, le dossier d'arrêt, également la petite note qui avait été faite par rapport aux remarques des services de l'État, donc soit pendant les phases de permanence de la commissaire enquêtrice, mais également quand elle n'était pas là, le dossier était également présent sur le site internet, pour qu'il puisse être accessible par tous. Donc voilà. Ce soir, je vous présente, donc, comme pour la révision allégée, les modifications qui sont apportées entre le dossier d'arrêt et le dossier d'approbation. Donc, je vous les ai listées pièce par pièce pour que ce soit assez bien encadré. Donc, les premières modifications sont celles apportées au rapport de présentation. Il nous a été demandé par les services de l'État d'apporter des compléments sur les scénarios de développement, mais également de prendre en compte une augmentation de la densité des constructions pour se rapprocher des densités qui avait été émise dans le cadre du SCOT, qui était, puisqu'on était passé sur une échelle de temps un peu plus longue, qui était sur du 16 à 18 logements par hectare, alors que nous, on avait basé notre scénario sur 14,5. Donc ça a été revu et on est maintenant sur du 17 logements à l'hectare. Comme ça, on rentre bien dans les caractéristiques du SCOT. Avait également souhaité apporter des précisions donc, concernant les secteurs impactés par les reculs au titre du L111.8 du Code de l'urbanisme. Donc là, c'est pareil, c'est l'État qui nous a demandé de refaire un point dessus. L'État a également souhaité, avec l'AGLO, qu'on apporte des compléments sur les volets transport en commun, stationnement, mobilité douce. Donc du coup, des cartographies ont été rajoutées au rapport de présentation, permettant de lister vraiment tous les stationnements qui sont présents, que ce soit pour les voitures, que ce soit pour les vélos, mais également tout ce qui est ligne transport en commun et également les cheminements. Donc on a fait tout le repérage des secteurs où on a des trottoirs, aux secteurs où on a également des pistes cyclables et ainsi de suite. Il y a également des améliorations concernant la lisibilité des cartes. L'État les trouvait trop petites, donc elles ont été agrandies. Mise à jour concernant les données agricoles. Donc comme monsieur le maire vous l'a dit, ce dossier a eu tendance à s'éterniser dans le temps. Donc c'est vrai que concernant les données agricoles, il y avait eu une enquête agricole qui avait été faite, mais elle datait un peu. Du coup, on a mis à jour les données agricoles avec le recensement général agricole donc de 2020 qui est paru tout juste cette année. Donc du coup, on l'a intégré. On a également rajouté un point sur la loi climat et résilience, donc loi qui a été adoptée l'été dernier, qui demande à ce qu'on ait un échéancier pour l'ouverture des orientations d'aménagement et de programmation. Donc celui-ci a également été fait. Et on a rectifié quelques erreurs suite aux nouvelles réglementations, puisque juste, on va dire, une semaine avant l'arrêt, on a eu des nouvelles lois qui sont sorties, qui ont changé un peu les choses, et les articles du Code de l'urbanisme, et du coup, il a fallu remettre quelques numéros à jour. Voilà les modifications qui sont apportées sur le rapport de présentation en lui-même. Donc essentiellement, souvent demandées par les personnes publiques associées, parce que vos administrés ne font généralement pas de remarques sur le rapport de présentation. Concernant le projet d'aménagement et de développement durable, pareil, donc des observations. Donc, on a complété les scénarios de développement dans le rapport de présentation. Il fallait de même les compléter dans le projet d'aménagement et de développement durable. On nous avait également demandé d'ajouter les besoins fonciers au titre des zones d'activité, donc pour justifier les surfaces ouvertes à la construction. Et également sur les cartes de synthèse, on nous a demandé de faire figurer tout ce qui est stationnement vélo-voiture
et le PPRI, donc le plan de prévention de risque d'inondation. On nous a également demandé de rajouter pour plus de lisibilité le bâti et les noms des voies de circulation. Donc ça a été fait. Voilà les modifications qui ont été apportées sur le PADB. Concernant les orientations d'aménagement et de programmation, donc on a rajouté l'échéancier relatif à la loi climat et résilience. On a également rajouté, donc suite à une demande sur les cartographies, le maillage des cheminements piétonniers et cyclables. On a rajouté une carte de synthèse avec l'ensemble des modes doux existants et à créer, ainsi que les stationnements vélos, voitures et le nombre de places présents dans chaque parking. Donc ça, on a fait une cartographie synthétique qui permet de bien lister. On a rajouté un pourcentage de logements sociaux qui est à atteindre, donc suivant les orientations d'aménagement et de programmation, un certain pourcentage a été défini. Il nous a également été demandé de rajouter une carte avec une vision élargie pour chaque OAP, de ne pas juste quantifier dans la cartographie à l'OAP précise, mais vraiment d'avoir une vue élargie pour voir comment elle se situe à l'intérieur du PLU. Donc on l'a rajouté. Et la communauté d'agglo de Brive a également fait des compléments concernant les réseaux, en stipulant à chaque fois les diamètres de réseaux présents, que ce soit pour l'eau ou pour l'assainissement, et en mettant quelques petites recommandations s'il devait y avoir des extensions réseau ou des renforcements. Donc ils ont été rajoutés. Concernant l'orientation d'aménagement et de programmation d'entrée de ville, donc celle que je vous ai présentée tout à l'heure, il nous a été demandé de compléter le parti d'aménagement paysager, de rajouter la carte avec la desserte en transport en commun, pistes cyclables et autres. Quelles étaient les mesures édictées pour les nouvelles constructions? Donc ça, c'est en lien avec la nouvelle réglementation par rapport à la zone UX, le nouveau règlement, entre guillemets, donc on les a rajoutés dans cette orientation d'aménagement. On nous a demandé également de rajouter le PPRI, donc maintenant il figure sur la carte, et de détailler un peu plus précisément le projet intermodal. On devrait expliquer un peu en quoi celui-ci se composait. Donc voilà pour les orientations d'aménagement et de programmation. On en vient maintenant au plan de zonage, donc concernant le règlement graphique. Donc plusieurs demandes. Les premières concernant la consultation des personnes publiques associées. Ils nous ont demandé pour une meilleure lisibilité d'ajouter la trame relative au PPRI. Donc maintenant celle-ci figurera sur votre dossier d'approbation. Ils nous ont également demandé de rajouter les reculs liés à l'article L106 6 du Code de l'urbanisme. Donc c'est pour les voies classées à grande circulation. Donc pareil, ceux-ci maintenant figurent en pointillé sur votre plan de zonage. Ils nous ont demandé de rajouter le nom des voies et également la voie ferrée, le tracé de la voie ferrée. Donc tout ça a été rajouté sur le plan de zonage. Ensuite, notre dossier d'arrêt est passé à la CDPNAF, donc la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 3 demandes ont été faites dans cette CDPNAF-là concernant votre dossier. Donc, premier secteur, c'était sur le secteur de la Bouige. Ils nous ont demandé de réduire le STECAL. Alors, c'était une zone naturelle constructible. Le STECAL, c'est le secteur de taille et de capacité d'accueil limitée. Donc, ils nous ont demandé de réduire la surface de ce STECAL-là pour vraiment limiter à une seule parcelle pour avoir un projet de construction. Ils nous ont également demandé de renommer le secteur de Montchal, de ne plus l'appeler naturel constructible, mais agricole constructible. Donc ça a également été fait. Et de ce fait, au niveau du règlement écrit, on a créé la zone agricole constructible parce qu'elle n'était pas existante sur votre PLU à l'arrêt. Ils nous ont également demandé sur le secteur de Novers de réduire le STECAL. Alors on avait ciblé ce STECAL-là, on avait mis un étang à l'intérieur et c'est vrai, ils nous ont dit que ce serait plus judicieux d'enlever l'étang de ce secteur-là. C'était une zone naturelle de loisirs, c'était pour reprendre le centre équestre. Du coup, on a enlevé l'étang pour réduire ce STECAL-là. Ensuite, on a eu 7 modifications qui sont apportées sur le plan de zonage suite à l'enquête publique. Sur le premier secteur, secteur de la Roche, où la personne nous a demandé de classer ces parcelles en zone agricole, puisqu'elles étaient zones naturelles. Donc on a fait le changement, on les a passées en zone agricole. Sur le secteur de Sérignac, il y a eu des observations demandant de classer le secteur, les parcelles relatives au secteur de Sérignac, elles étaient en UC, de les passer en zone naturelle. Donc ça a été fait pour partie. Et même pour aller dans le sens donc, de la population, a été mis en place un espace boisé classé donc, pour préserver les arbres qui sont aujourd'hui présents dans le parc du château. Il faut savoir que ces arbres étaient déjà préservés
avec les alignements a été repéré également au titre du L151-19, mais a été mis en place en plus l'espace boisé classé. Je vous coupe 2 secondes, c'était une vraie demande de la population. Donc, le parc du château de Sérignac, l'accès du château de Sérignac, ainsi que la parcelle qui se trouve en face de l'accès de Sérignac, a donc été modifié et se retrouve donc protégé maintenant. Et il n'y aura pas d'habitation sur ces parcelles. C'était une demande forte de la population et nous répondons bien sûr à cette très forte demande des riverains et de la population. Je vous laisse continuer, madame. Concernant le secteur du Pérou, donc il y a eu une demande d'un particulier nous demandant de classer sa parcelle en zone constructible. Donc il faut savoir que cette parcelle jouxtait une zone qui était déjà constructible. On a regardé au niveau des réseaux, donc il n'y a pas de problématique. D'un point de vue environnemental également ou agricole, il n'y a pas de problématique. Du coup, on a pu rajouter cette parcelle, enfin ces parcelles, parce qu'elles sont deux, il y en a une petite et une grande pour la jonction. Donc ces parcelles en zone constructive. Pareil, concernant le secteur de Combe-de-la-Barge, il y a eu une demande concernant l'agrandissement de la zone UC. Donc à chaque fois, on est en limite de zone constructible. Les réseaux sont présents, pas d'incidence sur l'environnement, sur le monde agricole ou autre. Donc du coup, ça a pu être ajouté en zone constructive. Concernant le secteur du Jassou, donc là, on a eu une demande un peu particulière. C'était des parcelles qui étaient classées constructibles. La personne nous a demandé de les placer en zone agricole. Donc pareil, ça a été fait. On les a mis en zone agricole et par contre, elle nous a juste demandé de permettre un changement de destination parce qu'elle a une grange et elle nous a demandé de cibler sa grange pour lui permettre que celle-ci puisse évoluer, donc son habitat en gîte ou autre. Du coup, on l'a rajouté une petite étoile. Si vous regardez le plan de zonage, si vous avez vu le plan de zonage, on a rajouté une petite étoile sur sa grange pour lui permettre changement de destination. Puisqu'en zone agricole ou naturelle, il faut cibler chaque bâti agricole pour leur permettre de changer de destination. Donc ça a été rajouté. Concernant au niveau du secteur ruelle fret de Musset, donc pareil, on a une demande de classement en zone agricole. C'était une parcelle qui était classée en zone naturelle, c'est le long de la déviation, donc du contournement. Donc du coup, la personne a souhaité qu'on passe de naturel à agricole. Ça a également été fait. Et le dernier point, c'est sur le secteur de la Menette, où pareil, là, on est en limite de zone constructible, on jouxte la zone constructible, on est vraiment en limite de la zone UC. Pas de problématique sur ce secteur-là, réseau, pas de problématique environnementale également. Du coup, la parcelle a été rajoutée dans la zone constructive. À chaque fois, les parcelles jouxtent des zones constructibles. On n'a pas créé de nouveaux secteurs constructibles ex nihilo, parce qu'on ne le pouvait pas, puisque notre PADD, entre guillemets, avait figé un peu les choses. Donc, les évolutions surfaciques, elles restent quasiment à l'identique. Je vous passe les débriefs surface par surface et secteur par secteur. Il faut savoir qu'à l'arrêt, vous avez à peu près 46,93 hectares de surface ouverte à la construction de suite. À l'approbation, vous êtes à 45,84. Il faut savoir aussi qu'il y a eu des constructions depuis, donc c'est des surfaces disponibles. Chaque fois, là, c'est vraiment des surfaces qui sont aujourd'hui disponibles à la construction et qui demain peuvent être, demain, dès que les mesures sont faites légales, entre guillemets, elles peuvent être ouvertes, elles peuvent être constructibles sans contrainte particulière. Je vous propose de passer une minute sur ce tableau et sur le 46,93 en rouge pour le comparer au PLU de 2006 à 235,38 hectares de constructibles. Ce n'est pas une volonté municipale, une volonté des uns et des autres, c'est la réglementation qui nous oblige, alors que nous souhaitons un développement de la commune, c'est de passer et de diminuer d'autant ces zones constructibles. Donc voilà, si on préférerait avoir un peu plus de zones constructibles, c'est toujours compliqué un PLU, et Véronique, vous allez continuer votre explication, mais c'est toujours compliqué d'allier le dynamisme d'un territoire, d'allier la motivation et l'envie des propriétaires terriens de vendre ou de faire construire, et aussi de préserver ce qui nous plaît aux uns et aux autres de dire qu'on est une ville à la campagne. Donc voilà pourquoi il y a aussi beaucoup de déçus. Je
j'allais dire l'État, mais l'État, c'est aussi, ils ne sont pas là par hasard, c'est aussi la réglementation, c'est le STRADET qui est repassé avec le SCOT. Le SCOT est redécliné avec le plan local d'urbanisme et vous avez aujourd'hui le résultat de cette différence entre le plan local d'urbanisme version 2006 et le plan local d'urbanisme version 2022. C'est ça. Donc voilà pour le règlement graphique. Donc au niveau des changements, entre guillemets, au niveau des zones, il y a également une demande qui avait été faite dans le cadre de la consultation des services de l'État. Au niveau de l'agglo, nous avait été demandé de rajouter un emplacement réservé pour la future voie verte. Donc il faut savoir que quand on a arrêté, ils n'avaient pas encore défini les parcelles, donc c'est pour ça que cet emplacement réservé ne figurait pas au dossier d'arrêt. Mais entre la phase arrêt, les parcelles ont été définies. Donc du coup, un emplacement réservé, donc bénéficiaire, c'est la communauté d'agglomération de Brive, ce n'est pas la mairie de Malemort, et c'est pour la voie verte. Alors, attendez. Non, ce que je voulais vous montrer pour qu'on soit bien... sur le plan de droite, il est assez mal représenté puisqu'il nous manque les ponts, le pont de beau rivage et la passerelle de beau rivage. Vous voyez que, in fine, lorsque vous êtes sur la passerelle de beau rivage, ici, le but de l'opération d'ici quelques années va être de passer derrière les maisons que vous avez sur l'impasse Léo-Lagrange pour aller rejoindre le parking de Saint-Quentin. Vous avez aussi la parcelle 242 et la parcelle 92 que je vous proposerai d'acheter tout à l'heure. La parcelle 242, ce sont les deux petites maisons qui se trouvent entre la parcelle et le pont de Beau-Rivage que nous classifions pour un jour continuer la voie verte et réellement boucler la voie verte. Oui, oui. Allez, oui, vous pouvez nous interrompre, on s'interrompt, tellement important à chaque fois, quand vous voulez, bien sûr. Oui. 47 hectares, pardon, sur les 47 hectares donc à l'urbanisme, il y a aussi, est-ce qu'il y a, c'est uniquement pour des maisons, enfin pour des logements, ou pour la totalité, à savoir les entreprises? Alors, c'est là sur les 47 hectares, ce sont celles qui sont vocation principale d'habitat. Après, donc ça correspond aux zones UA dans votre PLU, UB, UC et les zones 1 à U. Après, il faut savoir que dans la zone UA et UB, c'est les zones centre ancien et également le long de la 1089, on a quelques commerces ici. Donc les commerces, bien sûr, peuvent toujours être en place, exister, s'agrandir et en avoir des nouveaux. Et ça ne correspond pas aux zones d'activité à proprement parler. On est vraiment sur la vocation principale d'habitat et avec une fonction commerciale, mais qui ne doit pas être source de nuisance pour l'habitat. D'accord. Voilà. Donc les 47 hectares, c'est, on va dire, majoritairement de l'habitat. Donc 47 hectares, c'est pour 15 ans. Tout à fait. Ce qui représente en gros 3 hectares à l'année, quoi. Alors, à peu près, ce qui ferait 50 et quelques logements voilà. de plus. Alors après, il faut savoir que là, on est sur du calcul, on est sur du 15 ans. Le PLU, c'est un document qui est modifiable, révisable. Et si vous consommez plus vite que prévu, il y a quelques réserves donc sur les zones de AU. Et vous pouvez toujours lancer des modifications et réviser votre PLU. C'est ça aussi qui est intéressant sur le PLU, c'est qu'il vit en même temps que sa commune. Si vous avez consommé plus vite que prévu, vous refaites un point. Il faut savoir que tous les 3 ans, vous devez faire un bilan triennal de votre plan local d'urbanisme, pour savoir exactement où est-ce que vous en êtes. Bien sûr, il ne faut pas attendre la fin d'avoir tout consommé pour se dire mince, il faudrait qu'on relance. Oui. Non. Même si le dossier est long à produire, il faut pouvoir dresser un constat. J'ai une autre dernière question. Le 17 logements, donc, c'est une moyenne. Oui. Mais d'accord. Alors, c'est une moyenne. C'est 10. On monte. Oui. Sur les OAP. Alors, c'est sur les orientations d'aménagement. Sur les OAP. Il faut savoir que sur les zones UAU, BUC, on n'a pas défini de densité. On l'a surtout défini sur les orientations d'aménagement et de programmation, parce que c'est là où, entre guillemets, on a la main avec les permis d'aménager pour dire aux propriétaires, si vous voulez ouvrir votre zone à l'urbanisation, vous devez arriver à une densité à peu près de 17 logements à l'hectare. Mais bien sûr, c'est que pour du calcul de 17 logements à l'hectare. En aucun cas, on a défini une taille de parcelle minimum ou maximum
Le seul minimum, c'est dès que si vous êtes en assainissement non collectif, il faut que votre parcelle puisse accueillir votre système d'assainissement. Mais sinon, pas de taille de parcelle. Heureusement qu'on n'est pas que c'est vraiment une moyenne, parce que un bailleur social qui arriverait et qui voudrait nous faire un lotissement, ben là, on le pénaliserait en disant non, vous en faites trop, et voilà, c'est une moyenne qu'il faut qu'on arrive à tenir sur nos permis, voilà. Et même sur les OAP, quand on a mis des densités, c'est au minimum. S'ils veulent faire plus, ils peuvent faire plus. Ça, c'est possible aussi. On continue. Donc, concernant le règlement littéral, on a également eu des modifications qui ont été demandées. Ils nous ont demandé d'améliorer la lisibilité concernant les cartes relatives au retrait gonflement d'argile et mouvement de terrain. Donc, elles ont été agrandies pour plus de lisibilité. L'État nous a également demandé de rajouter la phrase suivante: les projets d'architecture contemporaine doivent être soumis à un projet soit du CAUE, soit de l'architecte conseil de la communauté d'agglo de Brive pour veiller à ce qu'il y ait une bonne intégration du projet. Ils nous ont également demandé, donc alors ça c'est des petites bricoles, mais je vous les liste également, quand on faisait des renvois pour le stationnement, les nuanciers ou autres, ils nous ont demandé de rajouter nuancier pacheton. On a rajouté. Ajouter la définition des blés remblés, d'ajouter également un nuancier pour les menuiseries. Concernant la zone 2AU, donc là c'est les modifications réglementaires dont je vous parlais tout à l'heure, leur période de validité n'est plus de 9 ans comme stipulé dans le règlement écrit, mais de 6 ans. Donc, pareil, ça a été rectifié. Modifications apportées concernant les zones A et N sur les constructions autorisées ou interdites dans chaque zone. Donc là, on a fait quelques petits changements. On a ajouté le règlement pour la zone AH, ce que je vous disais tout à l'heure, puisque c'était une demande de la CDPNAF. Et la communauté d'agglomération de Brive nous a donné toute une liste concernant tout ce qui est réseau d'eau potable, assainissement pluvial et défense incendie. Donc on a intégré dans chacune des zones. On a mis exactement le texte que nous a donné la communauté d'agglo. Concernant le règlement littéral, des remarques également, plus spécifiques donc concernant les constructions agricoles. On avait un nuancier qui était pour les constructions agricoles. Ils nous ont demandé de rajouter 4 couleurs, donc on les a rajoutées. Ils nous ont demandé également de supprimer les préconisations concernant les règles d'implantation des constructions. Donc c'est tout ce qui est dans le volet qualité urbaine architecturale, donc on l'a fait. Et ils nous ont demandé d'autoriser les constructions agricoles en zone naturelle, comme le prévoit le code de l'urbanisme. Du coup, maintenant, celles-ci sont autorisées. Donc voilà concernant le règlement littéral. Et concernant les annexes, il nous a été demandé de rajouter les arrêtés préfectoraux portant sur le classement sonore des infrastructures terrestres, c'est fait. D'ajouter l'étude de dérogation, elles sont 6 qui sont existantes à la date d'arrêt du PLU. Donc il y en avait déjà qui étaient existantes, donc on les a rajoutées. Pas celles que vous avez votées tout à l'heure, puisque c'est à la phase d'arrêt. Et ils nous ont également demandé d'ajouter le plan de prévention de bruit dans son environnement. Donc c'est un document que vous avez sur la commune. Ils nous ont demandé de l'annexer. On l'a annexé au PLU. Voilà les modifications qui ont été apportées entre le document d'arrêt que je vous ai présenté lors du conseil municipal et le document qui est soumis à votre approbation ce soir. Merci. Vous dire que donc, bien sûr, on respecte, et je voudrais déjà vous remercier d'avoir voté il y a quelques mois le PADD, donc ça respecte le plan de zonage que l'on avait vu ensemble. Je le redis, remercier l'ensemble des élus de la commission qui ont travaillé, les nouveaux élus. Vous dire, pour être un nouvel élu, c'est très formateur, parce que ce document, c'est j'allais dire, des centaines d'heures de travail, et ça vous apprend beaucoup, et ça, voilà, c'est un gros dossier passionnant. Mais comme le disait Mme Manière, et un document à faire vivre dans le temps. On est une commune qui bouge, et il va falloir en permanence le faire évoluer et le travailler en fonction de l'évolution de notre commune. On a essayé aussi, et on a réussi, à travailler dans l'intérêt général et non dans l'intérêt des particuliers. Je le dis très clairement. C'est-à-dire que ce n'est pas un PLU où on accole aux uns et aux autres les demandes des particuliers pour leur intérêt personnel, mais c'est un vrai travail d'intérêt général. Et il y a des gagnants, il y a des perdants, mais comme je vous le disais lorsqu'on avait
voté le PADD, ce plan local d'urbanisme est d'abord un plan local d'urbanisme technique où on a défini des zones en fonction de la voirie, en fonction des réseaux d'assainissement, des réseaux d'eau pluviale, mais aussi des réseaux d'adduction d'eau potable qui, dans certains endroits, commencent à devenir problématiques. Vous dire aussi que et je vous en avais déjà parlé, mais je le redis, vous risquez de voir arriver des permis de construire dans les prochains mois ou prochaines années dans des endroits qui sont classés en zone naturelle ou en zone agricole. S'il y a eu une division parcellaire de fait avant ce soir validé, eh bien, les pétitionnaires ont 5 ans pour déposer un permis de construire. Donc, on peut se retrouver avec quelques permis de construire dans ces zones-là, mais pour avoir fait le point avec le service de l'urbanisme, c'est vraiment à la marge. Je vous laisse la parole pour vos questions, vos remarques. Si elles sont précises avec des numéros de parcelles, bien sûr, ça prendra un peu plus de temps pour répondre, parce qu'il va falloir qu'on les trouve. Vous avez la parole. Monsieur Marchou. Oui, c'est bon là, on m'entend bien? Oui, donc je vous rejoins, monsieur le maire, pour dire effectivement que le dossier est conséquent, hein, et qu'il représente un énorme travail, un travail remarquable, certainement un des dossiers majeurs de la mandature. Alors, on a eu peu de temps pour l'appréhender, et de la même façon, on a eu peu de temps pour prendre connaissance des rapports des commissaires enquêteurs, mais tout cela n'enlève pas, bien sûr, et n'ajoute rien donc, à ce que je viens de dire précédemment, hein, c'est-à-dire qu'on le reconnaît tous, hein, c'est vraiment un travail remarquable. Alors, il est difficile de s'approprier un tel dossier en peu de temps. Et donc, il y a des décisions qui mériteraient certainement plus d'explications, mais ces explications sont probablement dans les documents, hein. Je n'ai pas eu le temps donc, de faire toutes ces recherches. Donc, je vais prendre un ou deux exemples pour concrétiser mon propos. Par exemple, pour la zone 2AUX, la Issandoulier, donc j'ai constaté qu'il y avait eu des modifications par rapport au dossier d'arrêt. Donc, quelle problématique ça pose à la collectivité, ce type de modifications qui ont été apportées donc, pour la zone 2AUX? Je réponds tout de suite, oui. Parce que vous dites, vous avez... Alors, la zone d'Issandoulier, c'est un sujet où le 2AUX, aujourd'hui, ne rend pas cette zone constructible, mais nous permettra, dans quelques mois, quelques années, à nos successeurs, à l'équipe en place, de pouvoir la passer constructible un peu plus rapidement. Ça permet aussi de sanctuariser un peu cette zone. Pour l'instant, on a eu un avis favorable, vous m'arrêtez Véronique si je dis des bêtises, de la SEBB. Il y a eu des questionnements de fait dans l'enquête publique, bien normal. On a eu un avis négatif de la Chambre d'agriculture. Alors, juste à titre d'info, je fais une parenthèse quand même sur la Chambre d'agriculture, qui nous ont donné, qui ont répondu à Jean-Jacques Pouilladou, maire de Malmort, qu'ils étaient défavorables à cette zone. Il y avait juste eu 4 maires d'écart entre les deux. Il faudra dire à la Chambre d'agriculture de mettre à jour leur tablette. Ferme la parenthèse. Donc, si vous voulez, cette zone a vocation. Franchement, si on a un développement un jour à faire dans notre commune, lorsqu'on regarde la problématique des zones PPRI, la problématique des zones bâtiments de France, lorsqu'on regarde la problématique des trafics routiers, et bien sûr de la géologie de notre... enfin, j'allais dire plutôt, excusez-moi, de l'inclinaison de certains terrains, eh bien, la zone d'Issandoulier est une des zones qui risque, dans le futur, 5, 10, 15, 20 ans, d'être une zone de développement avec le rond-point du contournement à côté. On a fait de tête à la marge une petite modification
en haut à droite pour une administrée qui est agricultrice et qui souhaitait voilà, avoir une petite modification sur son terrain. C'est la seule modification que l'on a fait sur cette zone. Je vous le fais de tête, excusez-moi. Alors, vous avez évoqué, monsieur le maire, vous avez évoqué Sérignac pendant la présentation du PowerPoint. Donc là aussi, une question, quel est l'intérêt pour la collectivité, pour la commune, de conserver le bâti existant en zone UC, contrairement à l'avis de la commissaire enquêteur qui préconise de classer toutes les parcelles en zone N et EBC? Alors, ça a été une grande discussion, j'allais dire, entre spécialistes. Parce que là, c'est que des spécialistes qui se parlent entre eux. On a fait le choix de préserver, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le parc, l'entrée du parc, le terrain en face, et de garder tout autour du château une zone constructible. Alors je dis quand c'est tout autour du château, c'est le parking, c'est le plateau. C'est un bâtiment qui ne répond à plus aucune norme aujourd'hui. Je pense que dans les prochains mois, on aura à parler de ce château où le centre de loisirs, la LSH va quitter au mois d'octobre le château de Sérignac pour se rendre dans les nouveaux bâtiments qui vont être livrés cet été pour Puymaret. Et donc nous allons voir un sujet, et nous n'allons pas mettre la poussière sous le tapis, sur le château de Sérignac. Et pour préserver l'avenir, on a souhaité garder une petite zone constructible. S'il y a besoin de faire un jour une petite, je dis bien parce que ça joue en quelques mètres, une petite extension pour faire des cuisines, de faire une petite extension pour faire un ascenseur extérieur, de faire une extension pour faire un hall d'accueil, de faire une extension pour faire une salle d'exposition. J'ai demandé et j'ai proposé à la commission, à la commissaire enquêtrice, de ne pas, de ne rien s'interdire pour l'avenir, tout en préservant ce patrimoine communal. C'est pour ça que le plateau, une fois que vous êtes dans l'entrée, et l'ensemble du plateau qui est en castine, je propose qu'on le laisse constructible. Tout ça pour préparer l'avenir, tout en préservant les terrains autour qui, eux, bien sûr, protègent les arbres et ne seront plus constructibles. Comme d'ailleurs l'avait souhaité Raymond Fauché, c'était l'autre jour Serge Marigny qui faisait une remarque, Raymond Fauché l'avait déjà proposé et il ne l'avait pas passé constructible. Ce n'était pas un PLU à l'époque, mais les successeurs ne l'avaient pas passé constructible aussi. J'espère être complet là-dessus. D'autres remarques? Oui. Donc, vous avez évoqué les deux enquêtes, qui aboutissent donc à deux PLU distincts. C'est vrai qu'un document unique aurait été certainement plus pertinent pour la nouvelle commune de Mallemort. Hein. C'est d'ailleurs aussi une des recommandations de la commissaire enquêteur. Donc on se rejoint tous là-dessus. Mais est-ce que ce document unique, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le temps de l'élaborer avant ou en reportant le vote à une prochaine séance? Qu'est-ce qui empêcherait donc de faire un document unique avec les deux PLU, Mallemort-sur-Corrèze et Évenarsal? Alors, un PLU lancé il y a 10 ans, qui traîne. Des documents qui sont en ligne sur le site internet de la ville de Mallemort depuis 3 semaines, puisque la législation nous obligeait 3 semaines. Franchement, 3 semaines voilà, où les documents peuvent être consultés, où on peut venir en mairie, où on a des services, où on a des explications, où on a voté le PADD dernièrement. On va j'allais dire, on va peut-être un peu plus vite depuis quelques mois,
mais 10 ans pour arriver à un PLU, et non, je pense qu'il serait, voilà, à un moment donné, pas logique de le reporter une nouvelle fois, parce que les modifications que nous pourrions faire, elles seraient de toute façon à la marge. Puisque si vous vouliez faire une modification, je vous donne l'exemple si on décide de ne pas voter le PLU ce soir et on dit non mais il s'andouillait, on l'enlève. Eh bien dans ce cas-là, nous repartons tout à zéro. C'est-à-dire qu'on est obligé de refaire un PADD, donc de refaire une enquête avec les personnes publiques associées et de repartir à zéro. C'est-à-dire que là, on est reparti pour 2-3 ans. Et vous dire quand même que un PLU, c'est la vie de notre commune, et qu'aujourd'hui, vous avez de nombreuses personnes qui attendent pour des terrains, pour des investisseurs qui attendent, des lotisseurs, des bailleurs sociaux qui attendent la réponse de ce soir. Mais vous dire aussi que si on reportait une délibération du conseil municipal, ça voudrait dire que les zones que nous souhaitons préserver, rien n'empêcherait demain un administré de poser une série de permis de construire dans ces zones-là. Et ce que nous voudrions faire, c'est-à-dire protéger certaines zones, eh bien, on serait obligé de refaire encore des nouveaux permis de construire avec des comment on les mettait en permis à statuer. Ça nous mettrait dans une sursis à statuer, pardon. Ça nous mettrait dans une difficulté. Donc un PLU, où une des remarques de la commissaire enquêtrice est justement que ça a pris beaucoup de temps, un PLU qui a débuté il y a 10 ans, des documents en ligne depuis maintenant 3 semaines. Voilà, on essaye voilà, et on a eu enfin, il y a eu beaucoup le document aussi principal a été visible en mairie depuis de nombreuses et nombreuses semaines, puisque il était visible lorsque la commissaire enquêtrice était là aussi. Donc je pense que ce ne serait pas un bon marqueur. Oui. Je peux faire un petit complément. Si la procédure pour faire un PLU devait être engagée, il faut savoir qu'il faut repartir, comme l'a dit M. le maire, depuis le début. C'est-à-dire une prescription sur la commune nouvelle de Malemort, un PADD, un arrêt, et ainsi de suite. Donc là, vous repartez pour 3 ans. L'objectif, c'est on repousse encore plus les choses. Là, les services de l'État nous ont dit, les prescriptions ayant été faites avant commune nouvelle, restez sur ces 2 procédures-là. Après, on a travaillé intelligemment. C'est-à-dire que si vous prenez le PLU de Malemort ou de Venarsal, les zones s'appellent pareil, les règles à la construction sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que vous construisiez en zone UA à Malemort ou à Venarsal, ce sera pareil. Si vous êtes en zone UC, ce sera pareil. Si vous êtes en zone agricole ou naturelle, ce sera pareil. Au final, vous avez sur le papier 2 dossiers, mais dans la finalité, c'est un seul et même PLU, puisque les règles à la construction sont identiques pour une commune ou pour l'autre. On a travaillé comme ça pour que ce soit plus simple pour vos administrés, mais également pour l'instructeur, et ainsi de suite. Et c'est un vrai dossier qui suit qui se passe de maire en maire, hein, que ce soit notre ami Christian Manière, que ce soit Jean-Paul Avril, que ce soit Fred Meunier, que ce soit Jean-Jacques Pouilladou. Et le maire et les nouveaux élus que nous sommes depuis 2 ans, ben voilà, on prend aussi les dossiers comme ils sont, avec les contraintes que l'on nous a données à notre arrivée. Monsieur Philippi, oui. La prochaine fois que nous aurons à réviser le PLU, il faudra à nouveau 2 procédures. Non. Non, mais c'est une question. En fait, je pense que, et ce qu'on m'a expliqué, c'est que le lancement des appels d'offres, des procédures et tout ça, a coïncidé à quelques mois près avec la commune nouvelle. Ça s'est fait en 2 ans avant. Mais enfin, ça a été
voilà, Malmort étant une des premières communes à se jumeler avec Venarsal, ça a mis un peu tout le monde dans le flou. Mais heureusement que la prochaine fois, on aura ou ils auront à rédiger qu'un seul PLU. Et je l'espère pour la cohérence, et je l'espère aussi, franchement, pour les finances de la commune, parce que c'est une bêtise des fermes de concurrence. On peut remercier l'État qui d'un côté nous demande de faire des économies, de nous avoir contraints à 2 procédures à payer aujourd'hui. On se rejoint totalement. Et je vais même aller plus loin. Et je pense vous l'avoir déjà dit, mais je vais le redire. Quand vous êtes sur les boulevards à Brive à la sous-préfecture, avec la DDT, et que l'on vous demande de réduire vos surfaces, vos nombres de terrains, passe de 250 hectares et à 45 hectares pour faire plus simple. Donc la rareté. On est en train de faire en sorte de monter le prix des terrains. Je vous avais donné l'image des CEP. Moins il y a de CEP, plus ils sont chers. C'est comme les terrains, moins il y a de terrains, plus ils seront chers. Et que la réunion d'après, 2 heures après, on nous demande d'avoir plus de logements sociaux, et qu'autour de la table, il y avait tous les bailleurs sociaux, sauf que les bailleurs sociaux, ils sont obligés d'acheter des terrains, et ils sont obligés de les acheter plus cher. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est pas normal qu'aujourd'hui, une commune comme la nôtre, où on a le dynamisme, où on a l'envie, où on a besoin de logements sociaux, où tout est fait pour que ça fonctionne, on se retrouve dans les mêmes problématiques que Bordeaux-Centre. Quand vous arrivez à Bordeaux, que vous voyez toutes ces grues, vous dites mais ils ont les mêmes règles d'urbanisme que nous. Mais c'est pas simplement possible. Et là, je pense que tous autant qu'on est autour de la table de la majorité ou de l'opposition, on se dit, et à un moment donné, dans notre pays, les règles pour les grandes strates et les grandes structures ne correspondent pas et ne correspondent plus à nos différences de territoire. On a besoin de ce dynamisme. On a aussi besoin de protéger nos territoires, en termes environnementaux et en termes... Monsieur Labourie. Dans votre sens, monsieur le maire, ces terrains, donc 46 hectares, si les propriétaires ne veulent pas vendre, que va-t-il se passer? L'inflation. Je redis ce que j'ai dit et je me retourne derrière mon directeur financier pour pas qu'il oublie. Je vous proposerai dans quelques mois, peut-être un an, on va laisser le temps aussi, il faut laisser un peu de temps, hein, mais que nous ayons un impôt fort pour ces gens qui ont des terrains constructibles. Parce que si imaginons, allez, on va prendre un cas d'école que ça représente 100 terrains constructibles. Si vous en avez 80 qui disent moi je ne les vends pas parce que je les garde, si demain j'ai besoin d'aller à l'EHPAD et tout, j'aurai besoin de payer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on bloque totalement le système. Alors ça, c'est valable pour un terrain, j'allais dire, d'un particulier, 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés. Mais lorsque vous l'emmenez sur des plus grands terrains et lorsqu'on voit le nombre d'OAP qu'on a sur un PLU comme le nôtre, où on peut faire des logements sociaux, où on peut faire des choses comme ça, nous devons pousser ces propriétaires de terrain à faire des lotissements, à vendre, à faire du locatif, parce que si nous ne faisons pas ça, c'est rapidement nos écoles qui vont en souffrir, c'est rapidement nos commerçants artisans qui vont en souffrir, et c'est le dynamisme de notre commune qui ne va pas aller de l'avant. Donc je vous le proposerai, on va laisser un peu de temps pour que les choses se fassent, pour que les gens s'approprient ce PLU, mais les gens, je ne vais pas dire les habitants, les propriétaires terriens qui voient leur terrain constructible aujourd'hui rester constructible ou est-ce constructible, c'est pas fait pour regarder pousser les marguerites. On a des zones qui sont prévues pour. Oui, monsieur. Loi déjà. Pardon ? Il existe une loi déjà. Il existe une loi, mais nous irons encore plus loin que cette loi, avec des taux qui permettront et qui vont être dissuasifs pour conserver ces terrains. Voilà. Et ce qui nous permettra
on le disait tout à l'heure, Véronique le disait tout à l'heure, et je pense qu'on en est tous d'accord, que rapidement derrière, dans cette révision triennale qu'il doit y avoir, que nous ayons consommé rapidement ces terrains pour que rapidement nous allions devant les services de l'État en disant on est obligé, il faut nous rouvrir maintenant de nouvelles zones, tout en préservant, je le dis et je le redis, tout en préservant ce caractère urbain d'un côté, rural de l'autre. La ville à la campagne, ou la campagne à la ville. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Pas d'autres questions, pas d'autres remarques? Pour une décision aussi importante et qui dure depuis des années et des années, je vais vous proposer de passer pour un vrai vote à main levée parce que ça sera aussi le respect des équipes, que ce soit des équipes d'urbanisme qui se sont suivi depuis de nombreuses années à la mairie de Malmort, par respect aussi pour Véronique qui a fait un gros travail, et je voudrais encore la remercier, Stéphanie Salidu, remercier l'ensemble des élus qui ont participé à ces commissions, remercier mes prédécesseurs, et je vous propose de passer au vote de ce plan local d'urbanisme de la commune de Malmort-sur-Corrèze, qui est pour. Je vous remercie pour cette unanimité qui, j'espère, va nous permettre de travailler pour l'avenir. Et je voudrais remercier l'opposition pour, une nouvelle fois, cette grande responsabilité de voter à nos côtés sur des projets aussi importants. Je vous propose maintenant de passer à l'approbation du plan local d'urbanisme de Venarsal et l'approbation de la carte communale de Venarsal. Madame Manière et bien sûr monsieur le maire délégué de Venarsal, vous avez la parole quand vous le souhaitez aussi, bien sûr. Donc on continue avec le dossier de Venarsal. Donc comme on vous l'a dit, là ça va être une double délibération. C'est celle qui approuve l'élaboration du PLU et qui abroge la carte communale. On est sur deux motifs dans cette délibération-là. Donc, je vous ai remis également la composition du dossier d'arrêt du PLU de Venarsal. Donc pareil, hein, c'est la même ossature. La seule différence, c'est au niveau des annexes, qu'elles sont un peu moins importantes sur le PLU de Venarsal. On a juste servitude réseau, règlement de la voirie départementale et le règlement sanitaire. Et il y avait le petit dossier en plus pour l'abrogation de la carte communale. Concernant l'arrêt, la consultation des PPA a eu lieu de pair, donc en parallèle, comme avec Malmort-sur-Corrèze, donc c'est-à-dire du 3 novembre 2021 au 3 février 2022. L'enquête publique, elle, a eu lieu du 11 avril au 11 mai, donc pas de prorogation. Le commissaire enquêteur a trouvé que c'était suffisant. Il a fait 4 permanences, le lundi 14 avril au matin, le jeudi 21 avril au matin, le mercredi 4 mai après-midi et le mercredi 11 mai après-midi. Maintenant, je vais vous présenter les modifications qui sont apportées sur le dossier. Alors, on va voir que forcément, vu qu'on a deux dossiers identiques, il y a des modifications qui avaient été demandées par les services de l'État sur Malmort-sur-Corrèze qu'on retrouve de ce fait sur Venarsal. Donc, complément apporté sur le scénario de développement. Donc là, ils nous ont demandé de faire des compléments. Alors là, on ne parle pas de densité, par contre, parce que sur Venarsal, on n'était pas soumis aux mêmes densités que sur Malmort-sur-Corrèze. Pareil, des compléments apportés sur le volet déplacement dans le rapport de présentation. Le point sur la loi climat et résilience avec l'échéancier sur les OAP, donc là, on le retrouve également. Et pareil, rectification de quelques erreurs concernant suite aux nouvelles réglementations qui sont applicables depuis l'arrêt de notre PLU. Les modifications apportées au PADD, on retrouve nos compléments apportés sur le scénario de développement. Ils nous ont demandé également d'ajouter les numéros aux pages. Donc, on a rajouté. Sur les orientations d'aménagement et de programmation, le point sur la loi climat avec l'échéancier sur les OAP. Le rajout du maillage des cheminements piétonniers et cyclables, donc sur les cartographies, comme sur Malmort-sur-Corrèze. Et pareil, on a eu des compléments apportés sur les réseaux desservant chaque orientation d'aménagement. Donc là, l'AGLO également. Et le syndicat, surtout des eaux, a fait un point sur les différents réseaux qui sont aujourd'hui présents sur le territoire communal de Venarsal. Les modifications apportées au règlement graphique. Une seule modification demandée suite à la consultation des personnes publiques associées, c'est rajouter le patrimoine protégé qu'on avait recensé dans le PADD. Donc on en avait recensé
7 ou 8, et de mémoire, on en avait protégé 3-4 dans le plan de zonage, donc ils nous ont demandé de rajouter. Ça correspond à ce qui est monument aux morts ou les calvaires qui sont présents sur le territoire qui avaient été ciblés dans le PADD. Du coup, on les a référencés. Et fontaines, tout à fait. On a des modifications de zonage, donc suite à l'enquête publique, donc 8. Sur le secteur de la rue des Martyrs, on en a 2. Agrandissement de la zone UC sur 2 parcelles. Il faut savoir, pareil, elles sont en continuité de zone UC existantes avec des réseaux présents et pas de contraintes pour l'environnement ou le monde agricole. Route des Traverses, on a une zone 2AU qui est présente. On nous a demandé de l'agrandir pour 2 parcelles également. Donc là, c'est 2 demandes. Idem, réseau présent, pas de contraintes particulières. Puis on est sur de la 2AU, donc on est vraiment sur de la réserve foncière sur du long terme. Sur le secteur du bourg, on a une demande d'agrandissement de la zone UA pour permettre une construction de garage de mémoire. Donc on a rajouté, il faut savoir qu'elle était déjà constructible, mais la personne nous a demandé d'aller le chercher un peu plus sur la profondeur. Donc on a agrandi sa parcelle qui était dans la zone UA. Agrandissement de la zone UC également, donc pareil, on avait mis un bout de la parcelle constructible, mais au vu de la topographie, il était plus judicieux d'aller un peu sur la profondeur, donc on a rallongé la profondeur. Sur le chemin du bois, on a agrandi la zone UC, donc là c'est pareil, on a intégré une parcelle qui jouxtait notre zone UC, pas de contraintes particulières pour tout ce qui est réseau, environnement ou autre. Et idem pour le secteur des traverses avec un agrandissement de la zone UC. Pareil, réseau présent, pas de contraintes environnementales ni de contraintes agricoles. Donc on a agrandi un peu sur ce secteur-là la zone UC. Concernant le bilan des surfaces, donc on était à 8,3 hectares avant, donc au niveau de l'arrêt. On est à peu près aujourd'hui à 9 hectares, donc ce qui correspond parfaitement à nos scénarios, puisque les scénarios qu'on avait calculés étaient de l'ordre de 9 hectares. Donc il avait été gardé un peu de marge avant l'enquête publique pour, pour se retrouver dans les chiffres qu'on avait énoncés dans notre PADD. Et voilà, pour rappel, on était à 34 hectares ouverts dans la carte communale. Et comme sur Malmort, un effort a été demandé par l'État pour réduire les surfaces constructibles. Voilà. Je crois que j'ai beaucoup dit. Vous voulez faire un point peut-être sur le zonage ou je continue? Christian, quelque chose à rajouter? Très sympathique et qui a bien été à l'écoute de tout ce qu'on a pu voir ensemble, les 7 ou 8 modifications qui sont vraiment à la marge. Et donc, je dirais que notre enquête s'est vraiment très bien passée. Et puis aujourd'hui, on va effectivement avoir donc dans notre délibération, il y a 2 délibérations, puisqu'il y a d'un côté l'abrogation de notre carte communale et après l'approbation du PLU. Mais c'est à l'échelle de notre petite commune de Venarsal et il n'y a pas de problème majeur pour moi. Moi, je suis très satisfait de la finalité de cette opération. Merci. On va laisser finir Véronique. Concernant le règlement littéral, donc on va retrouver entre guillemets les modifications que je vous ai listées tout à l'heure. Amélioration de la lisibilité des cartes concernant le retrait gonflement d'argile, mouvement de terrain. Pareil, la petite remarque concernant tout ce qui est architecture contemporaine où l'examen du projet devra être fait par le CAE ou l'archi-conseil de l'AGLO. Ajouter pareil les numéros de page pour les renvois, stationnement, nuancier risque. Ajouter la définition des blés remblés. Le nuancier pour les menuiseries pareil. Sur les zones 2AU, donc leur durée de validité n'est plus de 9 ans, de 6 ans maintenant. Modifications apportées sur la zone AIN avec les constructions autorisées interdites, donc c'est exactement les mêmes modifications. Et pareil, l'AGLO nous a demandé de rajouter ces prescriptions concernant les différents réseaux, donc idem comme Malmort, c'est remis également sur Venarsal. Sur les constructions agricoles, c'est exactement la même chose. On a rajouté 3-4 couleurs sur le nuancier, on a supprimé les règles d'implantation et on a autorisé les constructions agricoles en zone N. Et on a rajouté le plan du réseau d'eau potable en annexe. Voilà sur les modifications apportées sur le dossier d'arrêt du PLU de Venarsal. Merci. Merci à Patrice Primo, Christian Manière, qui était dans notre commission et où on a travaillé, que ce soit pour le PLU de Malmort-sur-Corrèze, pour le PLU de Venarsal, où on avait justement... Nous, par contre, on travaillait tous ensemble et on a fait tous les documents ensemble pour que ça se passe en bonne intelligence.
Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur le plan local d'urbanisme de Venarsal? Non? Merci, mon cher Christian. Je propose donc qu'on le mette aux voix. Qui est pour? Merci. Unanimité donc pour ce plan local d'urbanisme. Véronique, vous en avez fini pour nous ce soir? Non, j'ai encore 2 délibérations. Ah, c'est vous qui nous les faites? Eh bien, écoutez, je vous propose de nous parler de l'instauration du périmètre de droit de préemption urbain suite à la révision générale du plan local d'urbanisme de Malmort-sur-Corrèze. Donc je continue, je reste encore un petit peu. Maintenant que vous avez approuvé vos PLU, il faut savoir que vous pouvez mettre en place le droit de préemption urbain. Donc je vous ai remis l'article du Code de l'urbanisme, c'est le L211-1, qui dit que les communes dotées d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent par délibération instituer un droit de préemption urbain sur toute ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation futures délimitées par ce plan. Donc le droit de préemption urbain, c'est un outil relativement simple qui est à mettre en place. Donc, il est institué par vous, collectivité, et qui permet de bénéficier donc, des marges de manœuvre foncières sur ces opérations d'aménagement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le PLU de Malmort, sur Corrèze, entre guillemets, l'ancien PLU, vous aviez le droit déjà de préemption urbain. Donc vu qu'on vous avez réapprouvé un nouveau PLU, il faut reprendre cette délibération. Et les zones qui seraient concernées dans le PLU de Malmort-sur-Corrèze sont les zones urbaines, c'est-à-dire UA, UB, UC, UE et UX, et également les zones à urbaniser, les 1AU, 2AU et 2AUX. Ce qui fait que, cartographiquement parlant, voilà ce que ça représente, c'est toutes les zones bleues sur votre plan, donc sur lesquelles vous pouvez instaurer le droit de préemption urbain. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Oui. Monsieur Laborie, Jean-François. Apparemment, on ne peut pas préempter sur les terrains agricoles. Non. Non. Sur des zones, par exemple, importantes, on ne peut pas, éventuellement, s'il y avait un projet quelconque, on ne peut pas préempter. Non. Le Code de l'urbanisme n'autorise que sur les zones urbaines et existantes ou futures. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques, pas de vote contre, pas d'abstention. La même bis repetita pour Venarsal. Donc c'est exactement la même. Je vous fais hop. Juste, je vous repasse pas l'article du Code de l'urbanisme. Je vous liste juste les zones puisqu'on n'a pas le même nombre de zones. Donc sur les zones urbaines, on a UA, UC et UE. Et sur les zones à urbaniser, on a 1AU et 2AU. Donc voilà ce qu'elles représentent sur le plan. Pas de questions, pas de remarques, pas de vote contre, pas d'abstention. Donc unanimité. Et ce coup-ci, Véronique, je tenais à vous sincèrement à vous remercier. Je me retourne vers vous pour vous remercier de ce gros travail depuis des mois et des mois. Puis ça fait 2 ans qu'on se voit régulièrement pour travailler sur ce plan local d'urbanisme. En tout cas, Véro, merci à vous pour ce bon travail. Merci bien. Merci. Je vous propose de continuer ce conseil municipal avec l'acquisition d'une parcelle. On en avait plus ou moins évoqué l'autre fois où Frédéric Philippi me posait la question, est-ce qu'on arrêtera l'acquisition de parcelle? Je lui ai dit, il restera un petit bout à acheter. C'est donc la BM 51 pour une surface de 834 mètres carrés. Je vous propose de faire l'acquisition pour 3 500 € hors frais d'acte. Vous dire qu'on est bien en dessous et très largement en dessous de l'achat des autres parcelles, mais quand même vous dire que dans les vendeuses de cette parcelle, nous avons une élue autour de cette table dont je ne citerai pas le nom, mais qui ne participera pas au vote. Donc, ma chère Florence Duclos, vous ne participerez pas à ce vote, et c'est pour ça que nous avons ainsi un prix aussi modique pour cette acquisition de parcelle. C'est la parcelle qui se trouve juste à côté du pont de Beau-Rivage. Il y a une petite haie juste au-dessus et ça nous permettra de poursuivre le parc, pour l'instant que nous appelons Parc de la Corrèze, mais nous lui trouverons un autre nom dans les prochains mois, et aussi de sauver les très jolis platanes qui se trouvent
sur cette parcelle et de les dégager parce qu'ils commencent à être pris par les acacias nombreux. Je vous propose donc de passer au vote, hormis si vous avez bien sûr des questions ou des remarques. Normalement, nous avons toute la maîtrise foncière. La question va se poser maintenant et est en train de se poser avec la communauté d'agglomération sur les parcelles entre le pont de Beau-Rivage et la passerelle de Beau-Rivage. Voilà, où ça devrait être la communauté d'agglomération qui devrait faire les acquisitions foncières, hormis si des fois on est capable d'aller plus vite, où il peut y avoir un arrangement financier derrière, enfin, hormis, voilà, mais normalement nous en avons fini avec les acquisitions foncières pour cette mandature. Je vais faire un peu d'humour, mais je vais m'arrêter là pour cette mandature. Madame Duclos, vous ne participez donc pas au vote. Pas de vote contre, pas d'abstention. Unanimité, moins une personne qui ne participe pas au vote. Eh bien écoutez, puisque vous n'avez pas participé au vote, je vous propose de faire la délibération suivante. Création d'emploi, Florence Duclos. Donc il est proposé au conseil municipal de créer des emplois sur, différents grades, en fait pour pallier le départ d'agents, d'une part de la filière technique et de l'autre part de la filière administrative. On a une procédure de recrutement qui est en cours et nous ne connaissons pas encore les candidats qui pourraient être retenus. Donc il vous est proposé en fait d'élargir au maximum les possibilités de recrutement en créant, à compter du 1er septembre 2022, les emplois permanents à temps complet, donc d'adjoint administratif principal, première, deuxième classe, pareil, rédacteur principal, deuxième et première classe, technicien principal de deuxième et première classe. Comme vous le savez, tous ces postes ont vocation à être occupés par des fonctionnaires. Cependant, il est également aujourd'hui proposé au conseil municipal, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, d'ouvrir ces emplois à des contractuels. Et on vous propose de faire la même chose pour des emplois qui ont été créés par délibération précédemment. Et je ne vais pas vous relister tous les grades, vous les avez dans vos rapports. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, monsieur Philippe. Une question. Nous avons combien d'agents qui sont mutés ou qui partent en retraite ou autre? Parce que là, ça laisse supposer qu'on créerait 9 postes, ce qui n'est pas le cas. Non, mais pour être pédagogue, on ne crée pas 9 postes, vous créez des postes en fonction des gens que vous recruterez et on déduira ensuite par une autre délibération. Mais combien de postes réels, mutation ou départ en retraite, sont à pourvoir? 3, oui. Dans la période 3. La problématique, alors si avec la commune de Malmont, ça serait formidable, mais la problématique de toutes les collectivités, c'est qu'on est sur un gros turnover des fonctionnaires, avec des postes où, lorsqu'on ouvre un poste, on n'est pas sûr de trouver, dans la catégorie que l'on souhaite, l'agent. C'est pour ça qu'on ouvre un peu plus le spectre en disant qui allons-nous trouver, et en fonction, après, comme vous le dites très justement, on refermera derrière les postes. Mais c'est pour se donner un champ d'action un peu plus important sur le recrutement. Bien sûr, et on le présentera au prochain budget, on a diminué, je l'assume, et l'équipe municipale l'assume totalement, on a diminué le nombre de TP, le nombre d'équivalents temps plein. On est sur un nombre d'équivalents temps plein en sensible baisse. Il y avait eu un gros effort de fait sous les 2 mandatures précédentes, celle de Frédéric Meunier et celle de Jean-Paul Avril. On a aussi mis notre pierre à l'édifice, mais malgré tout, avec un GVT là, qui est en plus à 3,5, un 0,12 qui va rester très haut. Hein. Oui, M. Philippe, mais vous connaissez ça mieux que moi. Dans le projet de délibération, justement, vous mentionnez que les crédits prévus pour la masse salariale seront
en hausse pour 2022. C'est-à-dire que d'ici la fin de l'année, vous nous présenterez une décision modificative, je suppose. Bien sûr. On a déjà une idée de l'enveloppe ou pas? Ça va être, alors, ça va être 3,5%, ça va faire entre 50 et 80 000 euros pour une collectivité comme la nôtre. Bon, inutile de vous dire, avec toutes les, on en parlera tout à l'heure, hein, mais entre l'électricité et ça aussi, le reste, bon. Voilà, il va falloir qu'on fasse des choix dans les prochaines années et prochains mois, hein, clairement. Mais bien sûr, M. Philippi, qu'on aura une DM à passer à l'automne, hein, obligatoirement. Obligatoirement. Vous voyez, ça risque même à avoisiner, d'après les 100 000 euros. Sur le 0,12. Vous pouvez bien faire tous les efforts que vous voulez. Sur le 0,12, quand vous remettez allez, 100 000 euros de plus, ça fait mal. Je ne veux pas faire de parallèle. Une collectivité comme le SDIS, on a fait cette année 300 000 euros d'économie et là, on a un 0,12 qui va augmenter de 400 000 euros. C'est-à-dire que vous passez un an à faire des économies de tous les côtés, à embêter tout le monde et en quelques minutes, tout est balayé. Sans non plus, et il est bien normal, et ça on aura ce débat au moment venu, de revaloriser aussi les fonctionnaires et surtout, j'allais dire, les catégories C qui sont les plus mal payées. Et il est bien logique et normal qu'ils aient une augmentation de salaire et qu'ils aient des augmentations de salaire dignes de ce nom. Pas d'autres remarques, pas de vote contre, je suppose, pas d'abstention. Merci, Madame Duclos, sur la révision de certains tarifs municipaux. Donc en fait, les tarifs municipaux de la restauration scolaire doivent être révisés. Alors, d'une part, au regard des coûts des services proposés, de l'évolution des contraintes réglementaires, comme la loi Egalim, de l'augmentation du prix des fournitures, puisqu'on a prévu environ 15% cette année, des tarifs moyens qui sont proposés par les autres communes du territoire pour rester cohérents. Donc, il vous est donc proposé qu'il soit fixé. Alors, je ne vais pas vous lire tout le tableau, hein, mais vous avez tout le détail, tranche, quotient familial et tarifs dans votre délibération. D'autre part, les tarifs d'occupation du domaine public qui concernent le cirque doivent aussi être révisés, puisqu'on a découvert donc de nouveaux modes d'occupation constatés sur la commune. Et là, il vous est proposé qu'il soit fixé à 300 € par jour de représentation. Merci, monsieur le maire. Voilà, donc sur cette révision et essentiellement sur les tarifs de la cantine. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, on vous a fait passer cet après-midi, vous avez dû la voir, par secteur, par tranche, le nombre d'enfants. Ah, tu l'as pas eu? Pardon, vous l'avez pas eu. On l'a envoyé à M. Philippi cet après-midi. On va vous le donner, bien sûr, mais je peux vous le faire. Pour savoir exactement le nombre d'enfants qui correspondait aux tranches. Bien sûr. Pourcentage. Sur Ceux qui étaient le plus impactés. La tranche la plus impactée, c'est la tranche D avec 89 enfants. La tranche A, donc ça c'est la plus impactée. La tranche A, donc les plus faibles revenus, c'est 24. La tranche B, 36. La tranche C, 67. On monte donc à 89 sur la tranche D. Et après, on redescend en ciseaux avec 51 enfants sur la E. La F, 53. La G, 53. La H, 27. Et après, on tombe sur du 12, 12 et 21 sur la K. Je voudrais vous dire que on a fait le choix de ne pas toucher à la qualité de nos cantines. Si nous devions avoir une fierté générale de l'ensemble des maires qui se sont succédés dans ce bureau, c'est d'avoir jamais cédé à donner cette cantine ou vendu cette cantine à un gros groupe qui pourrait ouvrir, excusez-moi de l'image d'Épinal, des boîtes de raviolis à 11h pour les faire cuire. Nous avons toujours tenu à ce que les petits Malmortois puissent avoir des repas de qualité. Je vais vous donner quand même la liste de quelques petits producteurs
Les volailles de nos petits Malmortois viennent de Sainte-Féréole. Le fromage, plusieurs producteurs. Estival, Alassax, Var-sur-Osex, Ussac, Saint-Chamand, Chartrier-Ferrières. Les fruits viennent essentiellement d'Alassac. Les pommes de terre, les frites de nos petits Malmortois, eh bien, sont cultivées à Chaméra. Le miel est aussi un producteur local. Nous avons essayé et nous tenons bon pour que nos enfants puissent avoir des produits de qualité en circuit court. La loi Egalim, pour nous, n'est pas un objectif, mais une vraie réalité. Il faut dire que sur cette loi Egalim, aujourd'hui, les critères sont déjà largement atteints. Donc c'est une vraie fierté. Vous dire aussi la fierté que nous avons de présenter une délibération ce soir où les plus bas tarifs voient passer leur tarif de 75 centimes pour un repas à 90 centimes. Depuis 5 ans, il y a eu 0 augmentation. Nous augmentons pour les plus petits revenus de 15 centimes. De 15 centimes. Je souhaiterais que toutes les familles puissent dire « ça me coûte depuis 5 ans que 15 centimes de plus mon repas ». Vous dire qu'on a fait aussi le choix, et pas que sur cette mandature, mais depuis longtemps, à différencier les tarifs, que ce soit pour les plus faibles revenus ou les plus gros revenus. Oui, oui. Quelqu'un qui a des revenus importants se voit une augmentation un peu plus importante. Combien par mois nos familles vont être pénalisées? Les plus bas revenus verront une augmentation mensuelle de 2,016 €. De 2,016 €. Pour les familles les plus aisées, ça fera une différence mensuelle de moins de 30 €, de 27 €. Pour des gens qui ont des revenus à 4 000 à 5 000 €, lorsqu'on n'a pas bougé de tarif depuis 5 ans et qu'on se retrouve avec une augmentation mensuelle pour servir de la qualité, avec des circuits courts, avec du bio, pour leurs enfants, de 27,22 € par mois, je vous le dis, c'est une augmentation juste, c'est une augmentation équilibrée, c'est une augmentation qui tient aussi compte de la crise que nous sommes en train de traverser, où nous devons être très vigilants. Ce sont peu ou prou les tarifs appliqués depuis de nombreuses années chez nos voisins brivistes. D'autres communes ont fait le choix d'avoir aussi un tarif, j'allais dire, unique, où lorsque nos voisins de Conac ont un prix moyen à 2,80 €, Objet ont un prix moyen de 3 €, un prix fixe, c'est-à-dire pour n'importe quelle tranche c'est 3 €. Lorsque nos voisins un peu plus éloignés qui sont de la même strate que la commune de Malmort, eux ont un tarif unique à 3,37 €. 3,37 €. Nous, les plus faibles revenus vont payer 90 centimes. À Couzex, ils payent 3,37 € le menu. Nous devons continuer, bien sûr, à être vigilants avec les finances de notre commune. Mais tant que je serai maire et tant que cette équipe sera en place, jamais, au grand jamais, nous baisserons la qualité de ce qui est aussi une éducation que nous devons faire à nos enfants, l'éducation des circuits courts, l'éducation du bio et surtout l'éducation de la qualité culinaire. Et certains enfants, hélas, n'ont que ce repas équilibré dans une journée.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur cette délibération? Oui. En premier lieu, quand on calcule le pourcentage, on se dit, oh là là, c'est énorme. Enfin, et puis quand on voit sur le papier un repas à moins de 1 euro, on a vite fait de plutôt parler en euros qu'en pourcentage. Voilà. Exactement. Et les circuits courts, c'est très bien aussi. Je ne suis pas sûre que dans les cantines où il y a des tarifs à 3 ou 4 euros, je ne sais pas si ça suit aussi les circuits courts en plus. Donc on peut se réjouir pour nos enfants. Et il peut y avoir de la différence après quand ils arrivent dans les collèges ou dans les lycées. Je suis bien passée pour le savoir. Et là, ça fait drôle aussi. Voilà. Exactement. Et on va relancer, cause Covid, on l'avait perdu, on va aussi relancer la possibilité aux parents de venir voir, parce que nous n'avons pas honte, de venir voir dans cette cantine la légumerie, de venir voir ces produits qui arrivent tous les jours, de venir voir comment on traite comment on traite nos aliments et c'est pas du congelé. Oui, monsieur Laborie. L'employé le mot cantine. Oui. Ce n'est pas une cantine, c'est un restaurant scolaire. Une idée du prix réel des achats de revient pour un repas, de façon à ce que justement on puisse Merci clairement pour cette communiquer question. le coût pour la collectivité. Bien sûr. Je vais vous le dire précisément, c'est 7,49 €. 7,49 €. Un repas nous revient à 7,49 €. En moyenne, hein. En moyenne. 7,49 €. Quand vous le revendez 90 centimes. Je dois dire aussi qu'on a augmenté de façon importante pour les élèves extérieurs. Pour les gens qui n'habitent pas dans la commune. Parce que c'est un effort qui est demandé aux Malmortois de participer par leurs impôts à payer des repas au restaurant scolaire, monsieur Labouille, de qualité. Maintenant, si mes collègues maires autour veulent conventionner avec la ville de Malmort pour participer justement à la possibilité d'avoir ces tarifs, mais nous sommes tout à fait ouverts à conventionner avec d'autres collectivités pour qu'ils puissent participer à ces prix de repas modiques et de qualité dans la commune de Malmort. Pas d'autres remarques, pas d'autres questions, je le mets aux voix. Qui s'abstient, qui est contre, unanimité. Merci. Je vous propose maintenant de passer à une délibération que vous avez dû avoir sur table. Je demande 2 petites secondes, je range mon dossier pour passer à l'acceptation de protocole d'accord de transaction dans le cadre de l'affaire Moreno. Alors, l'affaire Moreno, pour vous fixer les choses, c'est le dossier que nous avions quand vous êtes au bol sur la route du Sac, la route qui s'était effondrée. Je vais essayer de retrouver mes petites notes pour vous dire précisément. Tac, là voilà. Pour vous dire précisément ce qu'il en est, on est tombé, je vous propose un protocole d'accord pour refaire cette route, pour arriver à boucler tous les frais d'avocat. Nous avons une dépense de 64 801 €. C'est-à-dire que ça coûte 64 801 €. Entre le protocole d'accord, les assurances d'avocat, le FCTVA, nous avons une entrée financière de 59 964,08 €. Donc un reste à charge pour la commune pour enfin arriver à boucler ce dossier qui date de 2017, mon cher Jean-Paul, pour un coût de la commune à 4 836,92 €. Et la route, en plus, est refaite en partie. Donc, la délibération qui vous est proposée
ce soir est d'accepter ce protocole d'accord transactionnel que vous avez annexé à cette délibération et de vous proposer que je puisse voter et que je puisse signer l'ensemble des documents. J'ai rien oublié, monsieur le directeur général des services? Monsieur le maire, je souhaiterais intervenir sur Oui, cette affaire. monsieur Avril, cher Jean-Paul. Merci. Il se trouve que Frédéric Meunier a fait cesser le chantier en juin 2017. J'ai pris sa succession très peu de temps après. Et j'ai donc couvert, entre guillemets, en tant que maire, l'essentiel en temps de cette affaire. On pourrait avoir l'impression, à l'énoncé de monsieur le maire, que la commune de Mallemort, en lisant en travers, utilise la justice pour pressurer le bas peuple et lui tirer de l'argent. Alors j'aimerais préciser que, en janvier 2018, et avec un parti pris de bienveillance, je venais d'être nommé maire, j'ai reçu madame Moreno et je lui ai proposé que la commune fasse les travaux nécessaires, d'où la demande d'autorisation de pénétrer dans un terrain privé, le sien en l'occurrence. Le but était triple: consolider la route, éviter qu'elle continue à s'effondrer, réduire l'incidence, la gêne, pour les 300 Corréziens passant sur cette voie tous les jours sur une seule voie au lieu de deux. Enfin, permettre la reprise des travaux de construction de Mme Moreno. Il était évident dans ma proposition que, ensuite, la commune prendrait l'initiative pour faire établir, soit à l'amiable, soit par voie judiciaire, la juste indemnisation à laquelle elle pouvait prétendre. Madame Moreno est sortie de mon bureau sur la base d'un accord verbal à formaliser. Elle était très contente, on s'est presque fait la bise. Et 2 mois après, elle avait trouvé un conseil juridique et changé d'avis. Et elle a entamé, elle, la procédure judiciaire. La conclusion judiciaire que vous venez de présenter laisse à penser que Madame Moreno n'avait pas fait le bon choix en changeant d'avis. Merci, monsieur Avril. Et vous dire que ce dossier qui date depuis beaucoup de temps, c'est aussi, et je me retourne vers notre directeur du service financier, notre directeur du service technique, c'est aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps de passer pour pas grand-chose, et les choses auraient pu se régler très rapidement. On a 2-3 dossiers encore, et on aura l'occasion de revenir sur 2-3 dossiers. Voilà. Donc, reste à charge pour la commune dans ce protocole d'accord, 4 836,92 €. Et est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Pas de vote contre, pas d'abstention. Unanimité. Merci. J'en arrive maintenant aux questions diverses. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions ou des propositions pour le bien de notre commune? Pas de remarques, pas de questions, pas de propositions. Je voudrais, avant de vous quitter, souhaiter déjà de bonnes vacances à tous nos petits Mallemortois et Mallemortoises qui sont depuis ce soir en vacances. Féliciter nos heureux bacheliers depuis quelques jours. On aura les résultats du brevet dans quelques temps. Vous dire que la commission de sécurité a validé sans aucune remarque le site qui va accueillir les 2 jours de spectacle vendredi soir et samedi soir. Et vous dire aussi que si certains se posent des questions de pourquoi la maison qui se trouve au rond-point des contournements a disparu sous des coups de pelle mécaniques, eh bien c'est tout simplement puisque le conseil départemental de la Corrèze commence à réaliser un aire de covoiturage. Il y aura une communication de fait dans les prochains jours et que cette aire de covoiturage verra apparaître 35 places de parking, 2 places PMR et 2 bornes de recharge électrique. Et d'ailleurs, la borne de recharge qui se trouve sur la route de Tulle va être déplacée sur cette aire de covoiturage et que à l'automne, cette aire de covoiturage sera mise en service par le conseil départemental de la Corrèze. Je vous souhaite de passer un excellent été. On se donne rendez-vous au conseil municipal, peut-être dans la nouvelle salle du conseil à l'automne, en septembre. Protégez-vous, protégez les vôtres et bon festival pour vendredi et samedi. Merci à vous.